Une immense partie de l'histoire humaine, encore inconnue, repose sous la surface des océans. Au large des côtes occidentales de Cuba, dans les profondeurs marines, des chercheurs ont fait une découverte si stupéfiante qu'elle a même laissé pantois les plus aguerris. Une cité antique enfouie à près de 800 mètres sous la surface. Et lorsqu'ils y regardèrent dessus d'eux, plus près, ils pâlirent en découvrant ce qu'ils avaient en effet trouvé. Nous étions en 2001, et ces ingénieurs maritimes pensaient effectuer une cartographie sonare de routine. Au lieu de cela, ils sont tombés sur quelque chose qui allait remettre en question tout ce que nous pensions savoir de l'histoire de l'humanité. Des formes géométriques, des structures parfaitement alignées et des formations défiant toute explication naturelle ont émergé des relevés sonores. Il ne s'agissait pas d'une simple anomalie sous-marine. C'était la réalité même d'un phénomène qui a semé le doute chez des scientifiques chevronnés. La découverte fortuite. Polina Zalitzky et Paul Weinzweig n'auraient jamais imaginé que leur nom deviendrait indissociable de l'une des découvertes archéologiques les plus controversées du 21e siècle. Employée par Advanced Digital Communications, une société canadienne spécialisée dans l'exploration des grands fonds marins, ces ingénieurs maritimes furent engagés en 2001 par le gouvernement cubain pour cartographier les fonds marins au large de la côte ouest de Cuba. Leur mission semblait simple, utiliser une technologie sonare de pointe pour rechercher des épaves de navires espagnols chargés de trésors et prospecter les fonds marins à la recherche d'éventuels gisements de pétrole. Mais l'océan en avait décidé autrement. Tandis que leur sonar à balayage latéral sophistiqué scrutait les fonds marins, un phénomène extraordinaire commença à apparaître sur leurs écrans. À des profondeurs variant de 600 à 750 mètres, soit près d'un demi-mille sous terre, des formes géométriques commencèrent à émerger des ténèbres. Il ne s'agissait pas des formations aléatoires et chaotiques que l'on trouve habituellement au fond des océans. Au contraire, ce qui s'est matérialisé était un ensemble de structures présentant un niveau d'organisation et de symétrie presque impossible. Les premiers passages du sonar ont révélé ce qui semblait être d'énormes blocs de pierre, certains aussi grands que de petits bâtiments, disposés selon des motifs précis sur le fond marin. Zalitzky observait avec une stupéfaction grandissante les formations en forme de couloirs qui se dévoilaient, flanqués de ce qui ressemblait à des murs et traversés de places circulaires. Le plus frappant était sans doute la présence de plusieurs structures pyramidales qui dominaient les formations environnantes, leur précision géométrique étant parfaitement visible malgré la qualité médiocre des images sonores. Nous voyons des choses qui ne devraient tout simplement pas exister à cette profondeur, se souviendra plus tard Zalitzky. L'excitation à bord du navire de recherche était palpable, mais teintée d'un malaise sous-jacent. Ces structures n'étaient pas seulement inhabituelles, elles étaient sans précédent. Leur agencement laissait supposer une conception intelligente, une planification délibérée et une ingénierie sophistiquée. Pourtant, elles se trouvaient à une profondeur à laquelle aucune civilisation ancienne connue n'aurait pu accéder, même lors des périodes de plus bas niveau marin de la dernière glaciation. L'équipe a effectué plusieurs passages au-dessus du site, chaque scan confirmant ce qu'elle soupçonnait déjà. Il ne s'agissait ni d'un artifice du sonar, ni d'une illusion d'optique due à des formations rocheuses naturelles. Les structures conservaient leur intégrité géométrique sous tous les angles, témoignant d'une cohérence architecturale propre aux constructions intentionnelles. Le sentiment était unanime parmi les chercheurs. Ils avaient fait une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine et de la chronologie même des civilisations. Alors que la nouvelle de la découverte commençait à se répandre dans les milieux universitaires, la communauté scientifique se trouva confrontée à une question troublante. S'il s'agissait bien de structures construites par l'homme, qui les avait bâties et quand?
Les implications étaient stupéfiantes et le mystère ne faisait que commencer à se dévoiler. Une cité engloutie? Le traitement et l'analyse des données sonores révélèrent des images si extraordinaires que même les plus sceptiques peinèrent à trouver des explications. Les structures s'étendaient sur plusieurs kilomètres carrés, formant ce qui semblait être un plan urbain complexe, avec rues, places et architecture monumentale. La précision était stupéfiante. Les murs étaient parfaitement rectilignes, les angles droits, et l'ensemble témoignait d'un urbanisme digne des villes modernes. La description de Zarlitsky retranscrivait parfaitement l'émerveillement et la stupéfaction qui s'emparait de l'équipe de recherche. On dirait vraiment une structure magnifique, presque un centre urbain. La comparaison n'était pas exagérée. Les images sonores ont clairement mis en évidence ce qui semblait être un établissement sophistiqué, avec de grandes structures pyramidales s'élevant majestueusement du fond marin. Il ne s'agissait pas d'amas de pierres grossières, ni de formations rocheuses aléatoires, mais de structures géométriquement parfaites, témoins d'un savoir architectural avancé. Le site fut rapidement surnommé « méga », une appellation qui semblait tout à fait appropriée à une découverte d'une telle ampleur. Les scientifiques commencèrent à murmurer des hypothèses qui paraissaient trop incroyables pour être vraies. S'agissait-il des vestiges d'une civilisation disparue? Certains chercheurs, enhardis par ces images saisissantes, osèrent même poser la question qui allait alimenter les débats pendant des années. S'agirait-il de l'Atlantide? Les places circulaires visibles sur les images sonores présentaient une ressemblance frappante avec les descriptions du célèbre récit de Platon sur la cité perdue. L'agencement des structures, l'urbanisme sophistiqué et l'immensité du site semblaient correspondre aux descriptions antiques de civilisations avancées disparues sous les flots. Les médias du monde entier s'y intéressèrent, et l'histoire de la cité sous-marine cubaine commença à captiver l'imagination du public à l'échelle planétaire. Mais c'est dans le calme, lors de l'étude détaillée des images, que les chercheurs ont commencé à prendre conscience de l'ampleur de la découverte. Les blocs visibles sur les scans étaient massifs, certains mesurant plusieurs mètres de côté, agencés avec une précision qui suggérait non seulement une intelligence, mais aussi des capacités d'ingénierie sophistiquées. L'enthousiasme était communicatif, mais il s'accompagnait d'un malaise croissant. Si ces structures étaient réelles, s'il s'agissait bien des vestiges d'une cité antique, leurs implications pour notre compréhension de l'histoire humaine seraient révolutionnaires. Leur profondeur suggérait une époque antérieure de plusieurs dizaines de milliers d'années aux civilisations connues, repoussant l'âge de l'humanité à une antiquité presque inimaginable. Admiration et doute. La réaction de la communauté scientifique à la découverte de ce site exceptionnel fut aussi complexe que divisée. Lorsque Manuel Iturralde Vinant, éminent géologue cubain et membre respecté de l'Académie cubaine des sciences, examina pour la première fois les images sonores, sa réaction illustra parfaitement les défis considérables que posait cette découverte. Ses calculs étaient alarmants. Pour que des structures ensombrées à des profondeurs de 600 à 750 mètres, il aurait fallu environ 50 ans, compte tenu des taux connus d'affaissement géologique et de variation du niveau de la mer. Ce délai représentait un véritable casse-tête. Il y a 50 ans, les humains modernes commençaient à peine leur migration hors d'Afrique, et les civilisations sophistiquées capables de construire une architecture monumentale n'émergeraient que des dizaines de milliers d'années plus tard. Les implications étaient stupéfiantes. Si ces structures étaient effectivement l'œuvre de l'homme, elles seraient antérieures aux pyramides égyptiennes de 45 ans et remettraient en question des hypothèses fondamentales sur le développement de la civilisation humaine. Le docteur Michael Fott, archéologue sous-marin de l'Université de Floride occidentale,
a bien résumé la perplexité de nombreux experts en qualifiant la découverte d'incongrue et d'étrange. Son analyse a mis en lumière le paradoxe central qui a rendu ce mégazite si controversé. Les structures semblaient trop évoluées pour l'âge supposé, et pourtant trop organisées pour être considérées comme de simples formations naturelles. Les voix sceptiques au sein de la communauté scientifique n'étaient pas dénuées de fondement. Le docteur Robert Ballard, le célèbre océanographe qui découvrit l'épave du Titanic, proposa une mise en garde qui trouva un écho auprès de nombreux chercheurs. Il compara les images sonores à un test de Rorschach, suggérant que l'être humain a une tendance naturelle à percevoir des schémas et à ordonner des données aléatoires. L'esprit humain, affirmait Ballard, est remarquablement doué pour reconnaître des formes familières dans des contextes inconnus. La méthode scientifique exige une vérification rigoureuse, et ce mégacite posait des défis qui mettaient à l'épreuve les fondements mêmes de la méthodologie archéologique. Comment étudier correctement des structures situées à des profondeurs abyssales, nécessitant un équipement spécialisé coûtant des millions de dollars? Comment distinguer les formations rocheuses naturelles des constructions artificielles avec des données sonores limitées? Pourtant, même les plus sceptiques ne pouvaient totalement ignorer la précision géométrique visible sur les images. Les structures ont conservé leur intégrité organisationnelle malgré de multiples passages de sonars, faisant preuve d'une constance qui semblait réfuter l'hypothèse de processus géologiques aléatoires. Le débat qui s'en est suivi reflétait une tension fondamentale entre le désir de rigueur scientifique et la perspective fascinante d'une découverte susceptible de bouleverser l'histoire. Le docteur Iderald de Winand incarnait lui-même cette dualité. Tout en reconnaissant les implications extraordinaires de cette découverte, il a maintenu une approche prudente, insistant sur la nécessité d'une enquête directe et de preuves matérielles. « Nous devons étudier cela scientifiquement », a-t-il déclaré, et ne pas se tirer de conclusions hâtives à partir des seules images sonores. Sa réaction mesurée reflétait de la difficulté, pour la communauté scientifique dans son ensemble, de concilier enthousiasme et scepticisme face à des affirmations sans précédent. Quand elles pâlirent. Le moment décisif de la découverte de ce site exceptionnel ne résidait pas dans l'excitation initiale de la découverte de formations inhabituelles, mais dans l'analyse approfondie qui suivit. Tandis que les chercheurs examinaient minutieusement les données sonores traitées, dans les jours qui suivirent la découverte, une prise de conscience glaçante commença à s'imposer. Les structures présentaient une sophistication architecturale qui semblait transcender les limites de l'histoire humaine connue. Lorsque les images sonores haute résolution furent améliorées et analysées image par image, les détails révélés laissèrent même les chercheurs les plus aguerris stupéfaits. Les blocs visibles dans les formations n'étaient pas des pierres irrégulières façonnées par des forces naturelles, mais des structures géométriques aux contours nets et aux angles précis. Certains de ces blocs massifs étaient aussi vastes que des maisons, agencés selon des schémas qui témoignaient non seulement d'une grande intelligence, mais aussi de capacités de planification et d'ingénierie avancée, rivalisant avec les techniques de construction modernes. Les couloirs visibles sur les images sonores s'étendaient en ligne parfaitement droite sur des centaines de mètres, conservant une largeur constante et affichant une précision qui nécessitait des outils topographiques sophistiqués. Les places circulaires étaient géométriquement parfaites, leur symétrie si exacte qu'il semblait impossible qu'elles se soient formées par des processus naturels. Les structures pyramidales étaient particulièrement troublantes. Leurs côtés s'élevaient, selon des angles conformes aux principes architecturaux connus, et leur base s'alignait parfaitement avec le plan urbain. C'est au cours de ces analyses minutieuses que les chercheurs ont véritablement compris pourquoi leurs collègues avaient pâli en découvrant ces preuves. La découverte ne se contentait pas de remettre en cause les théories académiques,
elle menaçait de les anéantir. Si ces structures étaient effectivement artificielles, elles témoignaient de l'existence d'une civilisation dotée de capacités qui n'auraient pas dû se développer avant 40 ans. Les implications étaient si profondes qu'elles semblaient relever davantage de la science-fiction que de l'archéologie. Le docteur Zalitzky a décrit plus tard le sentiment qui a saisi l'équipe de recherche lors de ces révélations. Si cela est vrai, l'histoire telle que nous la connaissons s'en trouve bouleversée. Le poids de cette déclaration pesait lourd dans le laboratoire. Il s'agissait d'une découverte susceptible de bouleverser notre compréhension du développement humain, du progrès technologique et de la chronologie même de la civilisation. Les preuves étaient convaincantes, les images limpides, et pourtant, les implications étaient si extraordinaires qu'elles remettaient en cause les fondements mêmes de la science établie. C'est à ce moment précis que des chercheurs découvrirent ce qui semblait être une cité sous-marine perdue près de Cuba, et pâlirent véritablement, non pas de peur, mais sous le choc de leur découverte. La précision géométrique, la sophistication architecturale et l'immensité des structures laissaient supposer des capacités antérieures aux civilisations connues de plusieurs dizaines de milliers d'années. Cette découverte souleva une question troublante. Et si notre compréhension de l'histoire humaine était fondamentalement incomplète? Les images traitées firent l'objet d'un examen minutieux. Des experts du monde entier scrutèrent chaque pixel à la recherche d'indices sur la véritable nature des structures. Mais à chaque analyse, le mystère s'épaississait et les implications devenaient plus profondes. C'est à ce moment précis que les chercheurs découvrirent ce qui semblait être une cité engloutie près de Cuba et pâlirent véritablement, non pas de peur, mais face à la stupéfaction de ce qu'ils avaient peut-être mis au jour. La précision géométrique, la sophistication architecturale et l'immensité des structures suggéraient des capacités antérieures aux civilisations connues de plusieurs dizaines de milliers d'années. Cette découverte souleva une question troublante. Et si notre compréhension de l'histoire humaine était fondamentalement incomplète? Les images traitées firent l'objet d'un examen minutieux. Des experts du monde entier scrutant chaque pixel à la recherche d'indices sur la véritable nature de ces structures. Mais à chaque analyse, le mystère s'épaississait et les implications devenaient plus profondes. La question de l'Atlantide. Dans les annales de la mythologie humaine, peu de légendes ont autant fasciné que le récit de Platon sur l'Atlantide. Cette civilisation avancée qui aurait disparu sous les flots de l'océan lors d'une destruction cataclysmique survenue en un jour et une nuit. Lorsque les images de ce site gigantesque ont commencé à circuler dans les milieux universitaires et médiatiques, les comparaisons inévitables avec ce récit antique ont surgi avec une fréquence surprenante. Les parallèles étaient frappants. Platon avait décrit l'Atlantide comme une civilisation insulaire d'une sophistication extraordinaire, dotée de ports circulaires, d'une architecture avancée et de capacités d'ingénierie surpassant celles des civilisations contemporaines. Le mégazite, avec ses places circulaires, sa précision géométrique et son urbanisme manifeste, semblait faire écho à ces descriptions antiques avec une exactitude troublante. La localisation même des structures renforçait la comparaison. Située dans le bassin atlantique, elle se trouvait précisément à l'endroit où certaines théories situaient le légendaire continent perdu. Les passionnés d'archéologie et les historiens alternatifs s'emparèrent de ces similitudes avec un enthousiasme manifeste. Ils affirmaient y avoir trouvé une preuve matérielle potentielle du mythe le plus tenace de l'humanité. L'organisation urbaine sophistiquée visible sur les images sonores, les structures pyramidales monumentales et l'immensité du site semblaient correspondre aux descriptions de la grandeur atlante de Platon. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de spéculations. Des documentaires furent commandés et des livres furent écrits, explorant la possibilité fascinante
que le mythe soit devenu réalité. Cependant, les archéologues reconnus ont abordé le lien avec l'Atlantide avec une grande prudence. Le nom même était devenu un sujet tabou dans les milieux universitaires, trop souvent associé à la pseudo-science et aux spéculations infondées pour être pris au sérieux dans le cadre de recherches rigoureuses. Le docteur Iturralda Vinan et ses collègues ont pris soin de dissocier leurs travaux des affirmations sensationnalistes, insistant sur la nécessité d'une méthodologie scientifique plutôt que sur les parallèles mythologiques. Pourtant, même les chercheurs les plus sceptiques ne pouvaient totalement écarter la portée symbolique de cette comparaison. La précision géométrique visible sur les images du mégasite suggérait un niveau de sophistication architecturale qui semblait avancer pour toute civilisation antique connue. Les formations circulaires, en particulier, présentaient une ressemblance frappante avec la description de l'Atlantide par Platon, un ensemble d'anneaux concentriques séparés par des canaux. La question de savoir s'il s'agissait d'une véritable preuve archéologique ou d'une extraordinaire coïncidence restait ouverte. Le débat sur l'Atlantide a mis en lumière une tension fondamentale au sein de la communauté scientifique face au site méga. Si les chercheurs souhaitaient éviter la stigmatisation associée à l'archéologie mythologique, ils ne pouvaient ignorer le fait que les structures présentaient des caractéristiques qui semblaient dépasser les capacités connues des civilisations anciennes. Cette découverte a contraint à une réflexion troublante sur la possibilité que l'histoire humaine soit bien plus complexe et mystérieuse qu'on ne l'imaginait. Les implications profondes du lien avec l'Atlantide n'ont pas échappé aux observateurs attentifs. Si le site méga témoignait effectivement d'une civilisation préhistorique avancée, cela suggérerait que le développement technologique humain n'a pas suivi la progression linéaire postulée par la plupart des modèles historiques. Il pourrait plutôt s'agir de cycles d'essor et de déclin, avec des sociétés avancées apparaissant et disparaissant bien avant l'aube de l'histoire écrite. Pourquoi ce mystère demeure-t-il irrésolu? L'année 2002 aurait dû marquer le début d'une enquête approfondie sur le site méga. Des préparatifs étaient en cours pour une expédition de suivi à bord de submersibles habités capables de fournir des preuves visuelles directes des structures. La célèbre océanographe Sylvia Earle manifesta son intérêt pour le projet et le financement semblait imminent. La communauté scientifique retenait son souffle dans l'attente de réponses définitives aux questions qui hantent les chercheurs depuis la découverte initiale. Le projet s'est enlisé puis a finalement été abandonné. Les raisons étaient complexes et multiples, reflétant la conjonction de difficultés logistiques, politiques et financières qui entravent souvent les initiatives ambitieuses de recherche en eau profonde. Les relations politiques complexes de Cuba avec une grande partie du monde occidental ont engendré des obstacles bureaucratiques quasi insurmontables. L'obtention des permis de recherche s'est heurtée à des lourdeurs administratives diplomatiques et les collaborations internationales potentielles ont été entravées par des sanctions économiques et des tensions politiques. La réalité financière de l'archéologie sous-marine a également joué un rôle déterminant dans l'arrêt des investigations ultérieures. Opérer à des profondeurs de 600 à 750 mètres exige un équipement spécialisé dont le déploiement coûte des millions de dollars. Les submersibles habités capables de mener des fouilles archéologiques de précision sont rares et coûteux, leurs frais d'exploitation pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars par plongée. Obtenir des financements privés pour un projet aux résultats incertains s'est avéré difficile et les organismes de financement public étaient réticents à investir dans une recherche à la frontière entre archéologie rigoureuse et investigation spéculative. Le gouvernement cubain, bien qu'initialement favorable à la recherche, a finalement imposé des restrictions qui ont rendu une investigation exhaustive quasi impossible. Les préoccupations liées à la souveraineté
au droit d'accès aux ressources et à l'exploitation touristique potentielle ont engendré un labyrinthe bureaucratique qui a de facto paralysé les efforts de recherche internationaux. Ce site majeur est devenu victime de la géopolitique, pris au piège d'un flou réglementaire qui a empêché les investigations approfondies nécessaires à la résolution de ces mystères. Avec le temps, les recherches sont devenues encore plus difficiles. Au fil des années et des décennies, l'enthousiasme initial s'est estompé, les financements se sont raréfiés et l'attention de la communauté scientifique s'est portée sur des découvertes plus accessibles. Le mégasite est resté figé dans le temps, connu uniquement grâce aux images sonores originales qui avaient déclenché la controverse plus de 20 ans auparavant. Ce vide d'investigation a créé une situation inédite en archéologie moderne. Une découverte potentiellement révolutionnaire qui est demeurée, pour l'essentiel, imperméable à la rigueur de la méthode scientifique. Les structures reposaient toujours au fond de l'océan, leurs secrets intacts, tandis que les chercheurs ne pouvaient que spéculer sur leur véritable nature à partir de données sonores limitées. Le monde restait confronté à des questions fascinantes, mais sans réponse définitive. Une situation qui alimentait autant une curiosité scientifique légitime que des spéculations les plus folles. Science contre imagination. Le débat scientifique autour de ce mégasite illustre parfaitement la tension fondamentale entre la rigueur méthodologique et les preuves convaincantes qui remettent en question les paradigmes établis. D'un côté, des chercheurs défendent des explications géologiques, suggérant que ces formations représentent des phénomènes naturels interprétés à tort comme des structures artificielles. Leurs arguments, quant à eux, sont des constructions artificielles. Ils s'appuient sur des processus géologiques connus et soulignent le danger de voir des schémas là où il n'y en a pas. Le point de vue sceptique du Dr Ballard a trouvé un écho favorable auprès des archéologues conservateurs, qui ont mis en avant de nombreux exemples de formations rocheuses naturelles imitant des formes architecturales. Les formations calcaires sous-marines, en particulier, peuvent créer des motifs géométriques par érosion et sédimentation. La région côtière cubaine est réputée pour sa géologie complexe, caractérisée par de vastes réseaux de grottes et une topographie karstique susceptible de donner naissance à des formations sous-marines insolites. Les sceptiques soutenaient que ce mégasite ne représentait peut-être qu'un exemple exceptionnel d'architecture géologique naturelle. Ces explications géologiques ont un poids considérable dans les milieux scientifiques, notamment compte tenu des affirmations extraordinaires associées à la construction artificielle à de telles profondeurs. Le principe du rasoir d'Occam suggère que l'explication la plus simple, la formation naturelle, devrait être privilégiée par rapport à des scénarios plus complexes impliquant des civilisations anciennes inconnues. La preuve d'une construction artificielle exigerait des éléments matériels qui n'ont jamais pu être obtenus en raison de l'inaccessibilité du site. En attendant une enquête directe, la question demeure, de façon troublante, sans réponse. Si ces formations sont naturelles, pourquoi ressemblent-elles si étrangement à une ville organisée? Contexte plus large. La situation de ce mégasite, dans la péninsule de Guanajuaca-Bibes à Cuba, ajoute des dimensions géologiques et environnementales qui épaississent le mystère entourant ses origines. Cette pointe occidentale de Cuba représente l'une des particularités géographiques les plus exceptionnelles des Caraïbes. Classée réserve de biosphère par l'UNESCO en raison de son extraordinaire biodiversité et de son importance géologique. Le paysage de la péninsule est caractérisé par de vastes formations calcaires, des réseaux de rivières souterraines et un réseau complexe de grottes et de dolines creusées par des millénaires d'érosion hydrique. L'histoire géologique de la région apporte un éclairage essentiel pour comprendre comment des structures ont pu atteindre de telles profondeurs. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 ans, le niveau de la mer était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Cependant, même en tenant compte de cette différence considérable,
les structures de ce mégazite se situeraient à des profondeurs de 480 à 630 mètres, bien au-delà de la portée de toute civilisation ancienne connue, même dans les conditions les plus favorables de l'ère glaciaire. La topographie karstique de la péninsule, caractérisée par un substratum rocheux calcaire soluble et un vaste réseau de drainage souterrain, crée des conditions propices à des changements géologiques spectaculaires sur des périodes relativement courtes. Les dolines peuvent s'effondrer brutalement, créant de profondes dépressions qui se remplissent d'eau de mer. Les réseaux de grottes peuvent s'étendre sur des kilomètres sous terre, formant parfois des réseaux complexes de chambres et de passages qui pourraient apparaître comme artificiels au sonar. Ces processus géologiques offrent des explications naturelles potentielles aux formations observées sur le site méga. Cependant, la géologie régionale offre également des possibilités qui étayent des théories plus originales. L'histoire de l'activité tectonique de la région, notamment les séismes et l'affaissement côtier, pourrait théoriquement expliquer comment des structures de surface auraient pu s'enfoncer à de grandes profondeurs au cours de milliers d'années. L'interaction complexe entre les variations du niveau de la mer, l'affaissement géologique et l'activité tectonique crée un scénario où des changements d'altitude spectaculaires auraient pu se produire plus rapidement qu'on ne le suppose généralement. La portée du site méga dépasse largement ses implications archéologiques immédiates et soulève des questions fondamentales sur le rapport de l'humanité à l'inconnu. Cette découverte témoigne de la volonté constante de notre espèce de percer les mystères des civilisations oubliées, une quête qui a animé explorateurs et chercheurs à travers les âges. Qu'il s'agisse de formations naturelles ou de constructions artificielles, ces structures incarnent notre fascination pour les mystères enfouis sous la surface des océans. L'attention internationale suscitée par le site méga témoigne de la soif de découverte du monde moderne, à une époque où les territoires véritablement inconnus se font de plus en plus rares. À l'ère de l'imagerie satellitaire et des systèmes de géolocalisation, les profondeurs océaniques demeurent l'une des rares frontières où de véritables surprises sont encore possibles. S'agirait-il simplement de grottes sous-marines qui se seraient effondrées, formant ainsi naturellement ces figures géométriques? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.